Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès Immersé. Cette semaine, on parle du Calax entre elles avec Jessie Balthazar-Munger. Bonjour Jessie. Allô, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, super bien, merci. Donc, le Calax, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Exactement. Je l'ai bien ça. dit. Oui, absolument. Des fois, les gens se trompent un petit peu. C'est surtout le L, Oui. L qui porte confusion, là. Oui. Et le Calax entre elles, donc, c'est un organisme pour les femmes. Donc, on a pas mal défini sa mission. Donc, pour les femmes, c'est 18 ans et plus ou c'est vous y allez aussi avec les femmes mineures? Oui, ben en fait, là, nous, on offre principalement des services aux femmes et adolescentes de 14 ans et plus qui ont subi, là, ça peut être présent ou dans le passé, des agressions à caractère sexuel, des violences sexuelles. Par contre, on offre également de l'aide aux proches. Donc, peu importe le sexe à laquelle tu t'identifies, si tu es un proche d'une personne qui a été victime d'agression sexuelle, qui a demandé de l'aide ou non au Calax, tu peux venir dans notre organisme, on peut t'accompagner là, dans les différentes démarches pour aider la personne que tu aimes à pouvoir mieux s'en sortir, de pouvoir l'outiller. Parce qu'on le sait que les proches c'est une aide inestimable finalement pour les personnes qui ont vécu. Puis, en moyenne, ça peut prendre 5 ans avant que quelqu'un décide de refaire un dévoilement si jamais il n'a pas été bien reçu lors de son premier dévoilement. Donc, on essaie vraiment là, de pouvoir bien accompagner les proches là-dedans. OK. Là, on va se partir toutes dans la même place. Oui! J'aime dire. Commençons par définir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous considérez comme une agression à caractère sexuel? Parce que on pourrait penser que c'est seulement un viol, mais c'est pas ça du tout. Là. Ben non, c'est ça. Puis souvent, j'aime mieux en repartir encore plus de la base. Est-ce que les gens sont au fait de c'est quoi une relation sexuelle? Parce que quand tu sais pas c'est quoi une relation sexuelle, ben automatiquement, tu vas banaliser. Souvent, quand j'arrive dans les animations avec les jeunes, je leur demande, est-ce que le fait d'embrasser quelqu'un, c'est une relation sexuelle? Puis là, les gens me disent, ben non. Ben oui, mais tu frencherais dessus, par exemple, ton grand-père? Non, Ben OK, pourquoi? Parce que c'est un geste à connotation sexuelle. Les mots qu'on utilise, est-ce que je dirais n'importe quel mot à n'importe qui? Par exemple, tu as vraiment des belles fesses à quelqu'un que je connais pas dans la rue. Non. Fait qu'à partir du moment où on est capable de définir c'est quoi une relation sexuelle, on va arrêter de banaliser certaines formes d'agression sexuelle. Tu sais, le harcèlement sexuel, qui est des mots qui sont échangés. Ensuite, oui, il y a le viol, mais il y a l'exhibitionnisme, le voyeurisme. Donc, il y a différentes formes. Puis, tu sais, quand on n'est pas au parfum de c'est quoi une relation sexuelle, ben on va pas essayer d'aller chercher le consentement. Tu sais, on va penser qu'il est d'emblée parce qu'on va banaliser certaines formes de relations. Donc, tout ce que tu viens de nous parler, que ce soit le voyeurisme, que ce soit, une relation complète sexuelle, que ce soit un baiser, s'il n'y a pas la notion de consentement, vous considérez que c'est une agression à caractère sexuel? Absolument, parce que c'est la seule différence. Le seul mot qui diverge entre la relation sexuelle et l'agression sexuelle, c'est le terme consentement. Donc, ça vaut quand même la peine de bien connaître ce mot-là, finalement. Puis c'est ça qu'on fait dans les écoles de la prévention, justement, parce que, veux pas, notre histoire, elle a été teintée à travers les années. On se souvient, il y a déjà eu un guide de la bonne épouse qui disait qu'on devait toujours être disponible au niveau sexuel. Ensuite, il y avait les gens qui n'avaient pas nécessairement décidé d'avoir des mariages forcés. Oui, ça s'est passé un petit peu plus longtemps. Après ça, il y avait le devoir conjugal. On se devait de concevoir. Ben oui, de concevoir le mariage. Donc, c'est toutes des choses qui biaisent notre façon de percevoir le consentement, puis qu'on traîne encore dans notre bagage aujourd'hui. Fait qu'on doit faire de l'éducation à ce niveau-là pour que les gens soient au courant de c'est quoi la loi maintenant, parce que les agressions sexuelles au niveau conjugal, ça fait pas si longtemps que ça non plus que c'est reconnu au sens de la loi. Non. Avant, ça ne l'était pas. Automatiquement, tu étais consentant. Tu étais marié, donc ça impliquait que... Ça voulait dire que tu étais un buffet. Tu devais faire ton devoir conjugal. Oui, exactement. Donc, c'est super important de pouvoir éduquer les gens, justement. Puis on éduque les jeunes, mais on éduque aussi les parents en même temps, parce que les jeunes éduqueront leurs parents, tu sais. Là, tu parles du volet, justement, lutte, parce que la lutte se fait par la sensibilisation, entre autres. Oui. Donc, concrètement, vous faites quoi dans ce volet-là? Là, tu me parlais des jeunes, vous allez où dans les écoles, dans les organismes? Vous faites quoi exactement? Ben nous, dans le fond, on donne le programme tiré d'empreintes. Fait qu'on va voir tous les jeunes de secondaire 2 puis certains secondaire 3 à travers le lac Saint-Jean. Donc, toutes les écoles de Dolbeau jusqu'à Alma, on les rencontre pour parler du consentement puis du pouvoir d'agir. Fait que, comme souvent, quand on est à l'adolescence, à qui qu'on va parler quand on a un secret, ça va être à nos amis. Fait que de savoir, de pouvoir les outiller, ces jeunes-là, savoir comment ils peuvent accueillir un dévoilement, de détruire les mythes qui sont présents encore dans la société pour être sûr de pas transposer ça sur la personne qui aime en cas de dévoilement. Ensuite, on va faire des ateliers dans les différents milieux. On va être présent, tu sais, maison des jeunes, foyer personnes âgées. Fait qu'on peut vraiment se déplacer. On est même allé à Rio Tinto. On se déplace, une année, je suis allée au kilomètre 70 de produits forestiers résolus pour finalement leur parler de consentement. Donc, on se déplace vraiment. Tout le monde est concerné. C'est une problématique qui est sociale.
Donc, on veut le plus possible avoir des alliés. J'ai ma collègue la semaine passée qui est allée au relais de motoneige pour parler de consentement avec les motoneigistes. Donc, c'est vraiment... OK, c'est vraiment ça peut être vraiment hyper large. Là. Puis souvent, les gens, ils vont penser que notre volet prévention va s'adresser seulement aux femmes. Mais en fait, pour enrayer la violence, il faut en parler à tout le monde. Il faut faire de l'éducation sur les saines relations sexuelles. Donc, c'est comme ça que vous procédez. Au niveau sociétal, je dirais, vous êtes un regroupement de Calax, donc ça se propage partout au Québec, là, c'est pas seulement au Lac-Saint-Jean. Non, du tout. Il y a des Calax à travers le Québec. On fait partie, la majorité font partie du regroupement québécois des Calax. Donc, c'est vraiment, ça, à travers le Québec au complet, il y en a plusieurs. On est 26, je crois, dans le regroupement, si je me trompe pas. Puis, on lutte, là, on a tous les mêmes 3 volets de service. C'est sûr qu'on peut avoir des activités qui vont diverger, là, tout dépendant, parce qu'on est chacun autonome. Par contre, on a toute la même mission à cœur. Là. OK. Tu parlais de 3 volets de service. Quels sont les... Là, on vient de parler de sensibilisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites? On va terminer celui-là avant d'en aborder un autre. Mais vraiment, dans le fond, il y a le volet lutte. On parlait de prévention, sensibilisation, mais le volet lutte, c'est vraiment un volet qui est indépendant parce que, justement, les agressions sexuelles, c'est un problème qui est social. Fait qu'on, ça se peut qu'on lutte sur des sujets d'actualité, comme on voit, entre autres, là, aux États-Unis, dernièrement, il y a eu beaucoup d'endroits où le droit à l'avortement a été enlevé. Fait que nous, on s'assure en tant qu'organisme militantiste au niveau des droits. Puis on parle des droits des femmes, mais des droits des humains en général, que tout le monde puisse être égaux, de pouvoir s'assurer là, que les droits soient conservés, là, puis que c'est ça, les agressions sexuelles cessent d'être banalisées. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est une femme sur 3 puis un homme sur 7 qui va vivre une agression au cours de sa vie. C'est beaucoup, là. C'est énorme. C'est énorme. Puis ça, c'est, tu sais, je veux dire, est-ce que ça peut être plus, est-ce que ça peut être moins? Ça peut être difficile des fois à chiffrer, là, mais au niveau des statistiques qu'on a actuellement, c'est encore ça. Donc, tu parlais de la lutte à l'avortement. Est-ce que vous faites aussi, j'imagine que vous faites de la sensibilisation au niveau gouvernemental pour la lutte? Par exemple, aussi, on parle des féminicides. Est-ce que vous impliquez là-dedans aussi? Bien, quand il y a des choses qui vont être faites, mettons, par exemple, par les maisons d'hébergement, c'est sûr qu'on va être des alliés, hein, parce qu'au niveau de la lutte violence... féministe, en fait. Oui, exactement, on va être des alliés, puis ce qu'on souhaite au niveau du féminisme, bien, c'est que tout le monde soit vu comme étant égaux, puis que c'est d'être égal à tout le monde, là, donc, au niveau des services d'aide. Oui. Ça implique quoi, l'aide, une fois que l'agression sexuelle a été faite, là? Tu disais que ça peut faire plusieurs années, que ça peut venir juste d'arriver quand on fait appel à vous. Ça implique quoi, vos services d'aide? Ça va vraiment être variable, ça va vraiment dépendre, tu sais, de la personne, comment qu'elle arrive, OK? Donc, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de nombre de rencontres nécessairement. La personne va arriver, va faire sa demande d'aide, il va avoir des choix. La personne peut faire soit du groupe, soit va faire de l'individuel. On a également des fins de semaine de ressourcement, fait qu'il y en a qui ne feront pas nécessairement d'individuel puis qui vont décider de vouloir cheminer à travers ces fins de semaine de ressourcement-là. Ça va vraiment être variable à tous et chacun. Okay. La personne va faire une demande d'aide, puis elle va déterminer ses objectifs avec son intervenante. Nous, on n'est pas là pour dire à la personne quoi faire. Est-ce que tu dois porter plainte ou pas porter plainte? Est-ce que tu dois faire ci, ça? Nous, on est là pour t'offrir, te donner l'information sur toutes tes possibilités, puis on va te guider dans le choix que tu vas décider. Okay. Donc, c'est vraiment au niveau cheminement personnel de la victime. Exactement. Si elle a des processus judiciaires, si elle a besoin d'aller à l'hôpital parce qu'elle a des tests à faire, on peut l'accompagner également. Mais nous, on va vraiment y aller avec le besoin de la femme qui est la priorité finalement. Parce que lors de l'agression sexuelle, il y a quelqu'un qui a pris emprise sur toi. Tu as perdu le pouvoir que tu avais sur ta vie. Fait que nous, le moins qu'on puisse faire, c'est de pouvoir justement te redonner ce pouvoir-là pour que tu puisses prendre tes propres décisions. Fait que c'est de la façon qu'on aille. Puis l'agression est arrivée, on peut rien y changer. Par contre, aujourd'hui, elle a des conséquences sur ta vie. Fait que comment qu'on peut réduire ces conséquences-là pour réduire l'impact, l'emprise que la personne a eue sur toi, tu sais. Parmi ces impacts-là, auprès des victimes, tu parles des impacts sur la vie, mais on peut peut-être en parler, là, les victimes qui ont perdu leur emprise, c'est de la perte d'estime de soi. C'est comment ça se déploie, que vous voyez que ça se déploie en général dans leur vie, ces impacts-là? Ça va vraiment être variable chez tous et chacun. Puis, tu sais, des fois, on parle, on pense qu'une personne qui va être victime, par exemple, d'un viol ou du harcèlement sexuel, il va avoir des conséquences qui vont être plus grandes chez la personne victime de viol que l'autre d'harcèlement, mais les conséquences peuvent être les mêmes. Ça va vraiment dépendre de, bien, premièrement, c'est quand c'est arrivé, la personne avait-tu du soutien? Le soutien de l'entourage, il y a vraiment une valeur inestimable. Quelqu'un qui ne sera pas cru par son entourage, on va voir les conséquences davantage se cristalliser chez la personne qui a été victime. On le voit beaucoup chez les adolescents aussi, ils sont brimés de la part de leurs parents parce que les parents
sont pas nécessairement mal intentionnés, mais souhaitent protéger leurs enfants, puis qui peut cristalliser les conséquences. Il peut, c'est ça, avoir une perte d'estime de soi. Les gens peuvent avoir peur de sortir de chez elles, insomnie, anxiété, perte d'appétit, difficulté avec l'image corporelle. Tu sais, ça peut être une multitude de conséquences, puis ça va vraiment être ça impacte vraiment la vie quotidienne, en fait. Absolument. Il y a des gens qui peuvent être arrêtés de travailler pendant plusieurs années. À ce moment-là, ils peuvent avoir recours à l'IVAC, l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Fait que il y en a qui peuvent continuer d'aller travailler. Il y en a qui n'auront pas nécessairement de conséquences tout de suite après l'agression parce que c'est encore flou pour eux autres. Puis les conséquences vont arriver 2, 3, 4 mois, 1 an après. Fait que c'est vraiment variable. Puis ça se peut que la personne vieille au calax fasse un petit bout de chemin. Puis à un certain moment, elle ne ressent plus le besoin. Puis que 2 ans après, il y a d'autres choses qui repartent. Puis elle revient faire un bout de chemin. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est linéaire, puis il y a des marches à suivre. Dans le temps, ça peut varier. Tu as un développement personnel en constante évolution, puis tu sais, il n'y a pas de retour en arrière. On a juste des pas en avant à faire, puis on grandit de ça, tu sais. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est que oui, l'agression sexuelle est arrivée, mais que ça fasse partie du bagage, puis ça prenne pas toute la place. Est-ce que, tu parlais des processus judiciaires tantôt, est-ce que vous allez même jusqu'à accompagner les victimes qui peuvent aller en cours? Oui, absolument. Nous, on peut les accompagner, on va les préparer aussi parce que souvent, les gens peuvent avoir une idée de c'est quoi, mais c'est important d'être préparé quand on va faire le processus judiciaire. C'est juste de rencontrer le policier puis de comprendre qu'il pose des questions pas parce qu'il ne croit pas, mais parce que c'est son travail de bien comprendre, de bien prendre la déposition pour justement pouvoir la porter en cours. Donc, on est là pour tout leur expliquer. De comment que ça va se passer, c'est quoi les étapes à suivre, puis pouvoir les accompagner, parce que ça peut être quand même éprouvant au niveau psychologique, là, fait que de pouvoir être là à tout moment durant le processus. OK. Puisqu'on parle de la cour puis des démarches judiciaires, on entend souvent que les victimes hésitent à dénoncer ou hésitent à porter plainte parce qu'elles se disent que, il y a encore beaucoup de préjugés ou de difficultés, justement, au niveau judiciaire, à être cru, à être... à voir reconnaître coupable leur agresseur. Est-ce que vous le voyez? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans ce milieu-là? C'est vraiment embêtant, mais je vous dirais que c'est pas la majeure partie des personnes qui passent dans notre service qui décident de porter plainte pour différentes raisons. Il y a des gens qui ont pas nécessairement envie de passer à travers le processus judiciaire parce qu'elles ont envie de se concentrer sur leur développement, leurs conséquences actuelles. Puis il est jamais trop tard pour porter plainte. Fait que ça se peut que quelqu'un vienne dans nos services qui ressent pas le besoin pour le moment, mais reviennent 2 à 3 ans plus tard puis décident de porter plainte. Donc nous, on met pas de pression par rapport à ça. Parce que le processus judiciaire, c'est quand même quelque chose qui est exigeant, qui demande du temps. Fait qu'il faut que la personne soit prête aussi c'est pas quelque chose que tu prends comme décision comme ça par hasard, là. Ouais. Fait qu'on veut vraiment que les gens se sentent que ça fait du sens pour eux de le faire. Puis qu'ils soient sereines avec peu importe la décision qui va être prise à la fin. Est-ce que je vais être en cohérence? Est-ce que ça va me satisfaire, tu sais? Parce que si j'ai dans la tête, je veux me venger, je veux qu'il paye, ben si c'est pas le résultat, quel impact ça va avoir sur toi? Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on travaille avec la personne pour qu'elle soit bien préparée, puis qu'à la fin, ça soit pas plus victimisant, qu'il n'y ait pas davantage de conséquences d'avoir... Parce que ça les replonge quand même ben oui, dans tout ce qu'elles ont vécu. Absolument. Absolument. Ils doivent raconter leur histoire. Fait qu'il y en a qui sont super prêtes. On les accompagne, des beaux processus. On est vraiment... Puis eux autres, ils ressentent une certaine fierté aussi après ce processus-là, d'avoir confronté, par exemple, la personne qui a commis l'agression, d'avoir mis leur pied à terre, si le verdict a été rendu en leur faveur, ben d'avoir été cru aussi. Fait que ça peut avoir beaucoup de positifs, mais ça peut apporter des enjeux aussi. Puis on est là justement pour mettre en lumière ces enjeux-là que ça peut apporter chez la personne. Est-ce que vous avez vu au fil des ans la proportion de femmes et de jeunes femmes qui dénoncent? Est-ce que vous avez vu cette proportion-là augmenter? Ah oui. 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 Oui, malheureusement. Mais tu sais, c'est comme on discute souvent avec mes collègues de travail. Le fait qu'il y en ait qui dénoncent davantage, c'est pas nécessairement parce qu'il y a plus d'agression. Non. Fait qu'on le voit comme étant une fierté. Ça veut dire qu'il y a plus de sensibilisation puis que les gens osent davantage dénoncer, que ces personnes-là sont mieux entourées dans leur entourage, qu'elles sentent qu'elles ont la place pour en parler. Tu sais, même au niveau des hommes aussi. Fait que je trouve que c'est le fun de voir que justement, on est rendu dans une société qui n'accepte plus ces gestes-là. Puis qu'on met notre pied à terre, puis que c'est plus... On s'en va dans une culture du consentement plutôt qu'une culture du viol. Donc, c'est vraiment que... Je trouve que c'est inspirant pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont connus par rapport au pourcentage au pourcentage de dénonciation par rapport au potentiel chiffre d'agression?
C'est difficile à chiffrer parce que faudrait difficile. mettre un chiffre ou un nombre sur le nombre d'agressions en tant que tel. Bon, j'imagine qu'on peut pas toutes les connaître. Ben non, Pour ça, exactement. faut qu'elles soient dénoncées. Tu sais, juste dans nos services, c'est le 3/4 qui vont pas nécessairement dénoncer. Fait que imaginez les gens qui passent même pas dans nos services, qui décident de pas dénoncer. Tu sais, je pense pas que les choses, les chiffres qui sont chiffrés justement au tribunal, je pense pas que c'est représentatif. Tu sais, on a encore une femme sur 3, un homme sur 7, mais encore là, les hommes ne dénoncent pas vraiment au niveau des agressions sexuelles. Fait qu'est-ce que ce chiffre-là est vraiment représentatif? Parce qu'on a encore... Il y a des mythes aussi associés aux hommes, tu sais, l'image Parlons-en. Parlons-en. qu'un gars, ça va se battre, que si ça arrive une agression sexuelle, que ça se laissera pas faire, que... Fait que, tu sais, c'est sûr que quand ça leur arrive, ils ont envie de dénoncer. On le voit de plus en plus, la demande d'aide au niveau des hommes, mais c'est pas encore un réflexe premier qu'ils ont, là, encore, malheureusement. Tu parles des mythes au niveau des hommes, mais au niveau de l'agression à caractère sexuel ou des victimes, j'imagine qu'il y a encore des préjugés puis des mythes malgré l'avancement je dirais la progression des pensées puis des courants. Il y a sûrement encore des préjugés et des mythes. Ben oui, absolument. Souvent, les gens vont avoir dans la tête qu'on se fait agresser par quelqu'un de louche qui arrive dans une ruelle sombre, qui a de l'air bizarre. Mais tu sais, quand on dit aux jeunes puis aux moins jeunes, dans 9 cas sur 10, on est agressé par quelqu'un qu'on connaît puis en qui on a confiance. Les gens sont comme, OK. Puis là, on dit, je vous dis pas ça parce qu'il faut que vous commencez à être hyper vigilant puis à regarder tout le monde dans votre entourage qui a de l'air louche, mais tout ça pour dire que ça l'amène des enjeux au niveau de la dénonciation quand c'est quelqu'un que tu connais puis en qui tu as confiance. Il y a plein d'impacts là, qui va faire en sorte que tu vas avoir moins le goût de parler, moins le goût de dénoncer. Les gens vont-tu me croire? Est-ce que les gens vont être de mon côté? Est-ce que je vais être soutenue? Est-ce que je vais briser ma famille? Tu sais? Oui. Fait que, oui, il y a encore des mythes à ce propos-là, qu'il y a la façon de s'habiller aussi. Tu sais, on l'a vu avec le changement des codes vestimentaires dans les écoles. Hein? Il y en a qu'on en a vu passer là, sur les réseaux sociaux, des appels au viol. Je veux dire, il y a personne qui s'habille un matin en disant « j'ai le goût de me faire agresser sexuellement ». Là. Hein? Fait qu'on va essayer de détruire ce mythe-là puis le mettre de côté. Là. Je pense qu'on est rendu à un nouvel ère. Ben, c'est ça, au niveau aussi de la lutte féministe, c'est un peu de remettre sur le dos des jeunes filles la responsabilité du comportement des jeunes hommes. Exactement, des personnes qui commettent l'agression, exactement, tu sais. Ça peut être une personne féminine, une personne masculine, mais tu sais, dans tous les cas, la personne qui a subi l'agression n'a pas demandé. Fait que pourquoi qu'on n'éduque pas sur c'est quoi le comportement attendu? Puis on le voyait beaucoup parce qu'au niveau de la sensibilisation, il y en a beaucoup pour décrire c'est quoi une agression sexuelle, mais pourquoi on s'attarde pas davantage sur c'est quoi le comportement qui est attendu. C'est quoi une relation sexuelle? C'est quoi la communication? C'est quoi le plaisir? C'est quoi l'objectif d'une relation sexuelle? Qu'on y aille beaucoup à la positive, que les gens comprennent de quelle façon qu'ils peuvent avoir une relation sexuelle qui va être saine, qui va être satisfaisante. Donc, au niveau des jeunes hommes, j'ai comme le goût de te demander comment c'est reçu. Est-ce que vous voyez vraiment au fil des ans un changement de comportement ou de la façon d'accueillir ça? Est-ce qu'ils sont plus révoltés ou ils accueillent moins ce genre de comportement-là? Parce qu'on voit d'un autre côté le fameux mâle alpha qui refait surface. Comment ils reçoivent ça? Comment c'est perçu par les jeunes hommes dans les écoles, par exemple? Ben, je saurais pas dire, mais par exemple, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'au niveau des ateliers, on a vraiment du plaisir. Ah oui? Ils sont impliqués, ils ont envie de nommer leur point de vue, ils ont envie de prendre position, ils se sentent interpellés, ils ont envie d'avoir des relations qui vont être satisfaisantes, de donner du plaisir à l'autre, de recevoir du plaisir aussi, d'avoir une communication. On le voit que les jeunes sont beaucoup, sont allumés là-dessus, ils ont envie d'en connaître davantage. Il y a, tu sais, on a tellement des discussions enrichissantes, là, fait que j'ai vraiment foi en l'avenir, puis tu sais, je trouve que c'est des beaux humains en devenir. Ça conclut bien notre entretien. Vous êtes, en fait, le point de chute principal ou votre bureau principal est à Roberval, je crois. On a 3 points d'accessibilité, oui. OK. On a un à Dolbeau, un à Roberval et un autre à Alma. OK. Donc, on fait comment pour vous rejoindre, que ce soit pour les organismes qui voudraient avoir un atelier ou que ce soit les victimes ou un proche de victime? C'est quoi la façon? C'est le téléphone? Avez-vous une page Facebook, le site Internet? On a une page Facebook, donc Calac Centrel. On a également notre téléphone 418-275-1004. Donc, les personnes peuvent appeler directement. Un seul numéro? Oui, un seul numéro. Puis, dans le fond, nous autres, c'est centralisé. Les gens vont arriver, ils vont avoir un répertoire à pouvoir choisir, soit une demande. Ça peut être une demande de formation aussi. Les professionnels, on fait du coaching pour les professionnels. Les demandes d'ateliers qui peuvent être plus ponctuelles là, dans des organisations qui ont besoin de faire de la prévention.
Je pense à des organisations plus traditionnellement occupées par des hommes. Des fois, on peut même se déplacer. Fait que les gens appellent directement ou passent par notre page Facebook. On est facilement rejoignable. Il y a toujours un délai de 24 à 48 heures maximum là, pour pouvoir avoir un retour d'appel. Puis votre site Internet également? Oui, notre site Internet aussi. Par contre, c'est plus... il y a un endroit là, pour laisser un courriel. Là. Et donc, ça va arriver directement dans notre courriel d'équipe. Ouais. Jessie, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Bien, merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Donc, c'était tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Accès MRC. Si vous le voulez, on vous invite à nous écouter en format balado. Merci, au revoir. Savais-tu que la cordonnerie a une porte en arrière? Eh oui, utilisons-la, avec un beau parking en plus. Aujourd'hui, on vient voir la cordonnerie Bouchard située à Dolbeau-Mistassini. On vient découvrir le métier de cordonnier et la boutique. On y va? Une moumoute pour les Vox Pop. D'habitude, c'est une rouge, une jaune, une noire. Ah, c'est là comme des yeux. Quand on entre dans la boutique, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des bottes, des souliers. Il y a aussi du linge de travail, du linge pour travailler dehors. On fait le tour. Multiples pantoufles ici. On a même des goûts fleuris, si jamais. Moi, je suis bien pantoufle dans la vie. On aime bien ça, les pantoufles. C'est cool parce que, tu sais, quelqu'un peut venir pour le métier de cordonnier, mais en même temps, il y a vraiment d'autres choses que tu peux t'acheter. Fait que c'est vraiment une bonne idée. C'est une cordonnier qui existe à peu près depuis 90 ans. En fait, ça a commencé par le grand-père à Rémi. C'est de père en fils depuis toujours. Fait que c'est ça, c'est moi. C'est vraiment, je savais pas. Oui, on est une des plus vieilles entreprises de la MRC. Puis depuis tantôt, on est là, ça fait quoi, peut-être 15 minutes, puis je vois des gens rentrer. Fait que le contact avec le client, c'est sûr que tu l'as. Il y a du monde qui viennent, c'est fou. Là. Oui. Ben, vrai, le service doit vraiment être demandé. Le service est vraiment demandé, puis tu sais, c'est un service qui se perd aussi. Maintenant, les cordonniers, il y en a presque plus. Il y a ici. Puis ensuite, je pense qu'il faut que tu t'en ailles vers Chicoutimi pour en trouver un autre. Hein? Puis ici, on est vraiment quand même assez rapide aussi, là, comme cordonnerie. Là, Rémi est efficace, très efficace. Fait que, tu sais, on est beaucoup sollicités, là. C'est fun que vous soyez là dans notre communauté pour faire encore un service comme ça. Ben oui, mais ça permet à pas surconsommer non plus, là. Plus, ça aide les gens à économiser aussi dans une certaine façon. Là. Vraiment. Tu sais, une soute à 300$ que ton zipper brise, là. Ben c'est ça, là, tu peux la garder. Tu peux la garder, tu viens ici, on repart le zipper, puis tu repars avec, là. On va aller voir Rémi à l'œuvre. Et on entre dans le sous-sol. Crime, c'est grand!
Nous, on vient de Robertval. Oui, quand même, vous faites du chemin pour venir ici. Oui. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir un service de cordonnerie proche? Ah, c'est très important. C'est important parce qu'il n'y en a plus à Robertval. Oui. Il n'y en a pas à Saint-Félicien. On a souvent besoin, puis c'est ici, puis on connaît la place. Moi, je suis native de Normandin. Ça fait longtemps qu'on me naissait à la maison ici. Ça fait qu'on dit, ben on va aller chez le cordonnier Bouchard. Ah, ben oui, fait que ça fait bien pour réparer vos choses. Oui, c'est en plein ça. Mais- C'est important Ah oui, d'avoir un c'est service vraiment comme important. ça. Donc, c'est ce qui conclut notre tour de la cordonnerie Bouchard. Ça a été vraiment inspirant comme échange qu'on a pu avoir avec les gens sur place. C'est un métier qui est vraiment valorisant, très intéressant également. Puis on est vraiment chanceux d'avoir ce service-là situé à Dolbeau-Mistassini. Il y en a pas autour, justement, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à part à Chicoutimi et ici. Donc, on peut se compter très chanceux d'avoir ce service ici localement. Live, I can fly. Fait fret en nest, hein? La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, je viens du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au Pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais de déménager au Pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.